Nous sommes en 1964 dans la ville de Rochester, dans l'État de New York, aux États-Unis, et Gary Starkweather a 24 ans. Il est très jeune. Il vient de finir ses études de physique fondamentale dans le domaine de l'optique et il rentre dans l'entreprise qui s'appelle Xerox. Xerox est une grande entreprise américaine qui a fait fortune en vendant des photocopieurs. Au moment où Gary Starkweather rentre chez Xerox, il a une particularité par rapport à tous ses collègues, c'est qu'il a travaillé sur des lasers. Les lasers, en 1964, sont un objet extrêmement récent. Ils sont une sorte de curiosité de laboratoire, certes fascinante, mais quelque chose qui est uniquement pour l'instant destiné à la recherche fondamentale. Ils ont été inventés peu d'années auparavant par Alfred Kastler en France, notamment. Ils sont l'objet d'une fascination bien légitime, c'est un objet extraordinaire, un laser. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très éloigné du commerce, très éloigné de la technologie encore, puisque c'est un objet de la recherche. Mais Gary Starkweather a une idée. Il s'agit d'utiliser des lasers pour faire des photocopieurs d'une nouvelle espèce, d'une nouvelle sorte, si vous voulez. Alors, je vais prendre une minute pour expliquer comment fonctionne un photocopieur classique pour vous permettre de comprendre quelle est l'idée clé de Gary Starkweather. Un photocopieur, d'abord, ça consiste à avoir une surface métallique qui est chargée. Donc, vous imaginez une espèce de plaque métallique où la surface est couverte de toutes petites charges, des électrons, mettons. Cette surface a une caractéristique, c'est qu'au moment où un rayon de lumière tombe sur cette surface, elle est capable d'enlever les électrons. Une réaction se produit à la surface et les électrons qui sont juste là disparaissent. Comment ça marche, un photocopieur? Vous avez un document que vous voulez reproduire, vous faites une image de ce document sur cette plaque métallique chargée. Et au moment où les rayons de lumière tombent à certains endroits, ils enlèvent les charges, et donc c'est comme si vous faisiez une image en termes d'électrons de votre document à reproduire. Ensuite, vous amenez sur cette surface une poudre qu'on appelle le tonnerre, qui est chargée elle aussi, et donc elle va uniquement se déposer aux endroits où il n'y a pas de charge. Et donc, vous soufflez, ce qui va rester sur votre plaque métallique chargée, c'est une sorte de fine couche de tonnerre, d'encre noire, poudreuse si vous voulez, uniquement aux endroits où la lumière est tombée. Et donc, ensuite, vous forcez une feuille sur cet endroit et vous allez reproduire votre document initial. Voilà comment ça fonctionne en 1964, un photocopieur. L'idée de Gary Starkweather, c'est d'utiliser un laser comme un mince pinceau lumineux pour enlever délicatement aux endroits où il faut toutes les charges nécessaires pour reproduire le document. Et donc le principe qu'il veut mettre en œuvre, c'est de transformer le document que vous voulez photocopier en une série d'impulsions lumineuses, la lumière, pas de lumière, et puis cette impulsion lumineuse est transmise à un laser qui va effacer toutes les petites charges aux bons endroits. Au passage, vous réalisez l'importance de cette transformation qu'est en train de faire Gary Starkweather sur le document. Il est en train de transformer une image, un document, en une série de 0 et de 1. Littéralement, il est en train de digitaliser une image. C'est le premier qui va mettre en œuvre le principe de digitalisation des images. Donc voilà. Alors cette idée clé est extrêmement importante, elle est assez géniale, mais c'est aussi une provocation considérable. Pourquoi c'est une provocation? Parce que l'entreprise Xerox s'appelait auparavant Xerox Alloy Company. C'était une entreprise qui faisait des matériels de photographie, des lentilles, tout ce dont on a besoin, des appareils photographiques, etc. Tout ce dont on a besoin pour faire la photographie. Avec cette idée, Gary Starkweather est en train d'enlever de la technologie du photocopieur tout ce qui concerne l'optique, en fait, tout ce qui concerne la photographie, pour le remplacer par le laser. Donc vous comprenez que pour les collègues de Gary Starkweather, c'est comme s'il leur disait, ben voilà, je vais inventer une nouvelle sorte de photocopieur où tout ce que vous savez faire n'aura plus de sens, n'aura plus d'utilité. Souvenez-vous, c'est exactement la même situation qu'a connue Steve Sassoon quand il a inventé l'appareil photo digital chez Kodak. Je vous renvoie à la capsule qui raconte cette histoire. Nous sommes dans des situations extrêmement similaires. Deux personnes qui ont une éducation qui est
original à l'intérieur de l'entreprise et qui propose une idée qui est provocante au regard de la culture de l'entreprise, de l'identité des gens qui y travaillent. Et de la même manière que Steve Sassoon ne va pas pouvoir transformer son idée en une réalité commerciale, eh bien, Gary Starkweather va se retrouver face à une opposition qui n'est pas technique, qui n'est pas de faisabilité, qui n'est pas intellectuelle, mais qui est identitaire. Les gens vont refuser son projet pour des raisons qui n'ont rien à voir ni avec la faisabilité, ni avec l'intérêt commercial, etc. Je vais vous citer Gary Starkweather qui parle de son projet à ce moment-là. Il dit la chose suivante: pour être franc, ce n'était pas ce que l'on aurait appelé un projet populaire. De la vie générale, il n'y avait aucun avenir pour cette idée, aucun marché, aucune utilité. Mais voilà, Gary Starkweather est tenace, il a envie d'aller jusqu'au bout, il dit la chose suivante: je ne pouvais pas abandonner, il fallait que j'aille jusqu'au bout de cette idée. Et donc, il se met à travailler, on appelle ça en perruque, c'est-à-dire en faisant semblant de faire autre chose. Il emprunte ci et là des appareils dont il a besoin pour mettre au point son photocopieur laser. Mais voilà, comme il le fait en perruque, sans que sa direction le sache, ça avance très lentement, c'est très laborieux, c'est très difficile. Il n'est pas dans des conditions idéales pour faire ce qu'il veut faire. Et 6 ans après, en 1970, il n'a pas beaucoup avancé. Mais voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire pour lui en 1970, c'est que Xerox va ouvrir un nouveau centre de recherche à Palo Alto, en Californie, très loin de Rochester, qui est encore une fois dans l'État de New York. Et Steve Sassoon pressent que là, il va enfin pouvoir avoir les moyens de transformer son idée en une réalité technologique. Et donc, il a ce réflexe extraordinaire qui consiste à dire: je vais déménager, je vais prendre ma famille, je vais quitter Rochester et puis je vais aller continuer de faire ce que je veux faire, mais à Palo Alto. Au passage, ce nouveau centre que Xerox ouvre à Palo Alto s'appelle le Xerox PARC. PARC, c'est l'acronyme qui est mis pour Palo Alto Research Center. C'est un endroit qui aura une importance extraordinaire dans l'innovation au XXe siècle parce que c'est un endroit d'où vont sortir des inventions majeures comme la souris qui sera reprise par Steve Jobs pour Apple, comme le protocole Ethernet, comme les menus déroulants, comme tout un tas de choses qui vont avoir encore une fois une importance extraordinaire. Je vous laisse regarder Xerox PARC sur Internet, vous verrez que c'est un lieu assez extraordinaire. Voilà, Gary Starkweather comprend que son idée clé pourrait fonctionner, mais il n'a pas les moyens à Rochester, et donc il s'éloigne, il fait 4000 km, il déménage pour aller travailler là-bas. Immédiatement, l'atmosphère à Xerox PARC, à Palo Alto, est très différente. Il se retrouve face à des gens qui peut-être ne comprennent pas exactement ce qu'il est en train de faire, mais lui offrent la possibilité de le faire. Évidemment, il est dans des conditions qui ne sont pas forcément agréables. Pour l'anecdote, j'adore cette anecdote. Il se trouve que le laboratoire, l'endroit où il travaille, est un ancien laboratoire de recherche qui faisait des recherches sur les animaux. Et Gary Starkweather travaillait dans une pièce qui s'appelait la pièce aux rats, parce que c'est là où on faisait des expériences sur les rats. Je trouve que symboliquement, c'est extrêmement fort pour l'innovation. Tout innovateur, au moment où il est en train de porter son projet, se retrouve ostracisé, se retrouve dans un endroit qui est plutôt de l'ordre de l'underground, quelque chose qui n'est pas extrêmement valorisé. Et le fait que Gary Starkweather travaille dans cette pièce aux rats est symbolique de cette ostracisation. Donc voilà, il travaille là, les conditions ne sont pas idéales, mais en même temps, il a cette fois-ci l'appui de tous les gens autour de lui, et il a des équipes de gens extraordinaires qui travaillent sur son projet, et très rapidement, en quelques mois, 6 mois, 1 an, il arrive finalement à mettre au point le prototype de son photocopieur laser. Il faudra encore convaincre la direction pour qu'elle le commercialise, mais voilà, elle va le commercialiser pour la première fois en... il faut que je retrouve la date, en 1970. Ce photocopieur s'appellera la Xerox 9700. Ce sera le premier photocopieur laser de l'histoire de la photocopie. Et je vais vous citer ce chiffre que je trouve extraordinaire. Ça va être un succès gigantesque, extraordinaire. Ça va être une source de revenus incroyable pour Xerox. Dans un livre qui s'appelle Dealers of Lightning, les pourvoyeurs de lumière, Michael Iltzik avance ce chiffre qui est extraordinaire.
L'imprimante laser engendrera pour Xerox 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, juste sur sur la photocopie laser. Donc vous voyez que c'est un succès dont on peine à imaginer ce qu'il représente pour une entreprise. Tout ça pour un projet dont personne ne voulait.